Bonsoir, merci de nous retrouver dans ce numéro un peu spécial de le débat parlementaire spécial pour le thème qui sera développé dans cette émission, la situation sécuritaire en lien bien entendu avec les lois votées par les députés de la transition. Je rappelle que les députés de la transition ont adopté la loi portant habilitation liée aux nécessités de la défense nationale le lundi 6 juin dernier. La présente loi, selon la KJDH, la Commission des affaires générales institutionnelles et des droits humains, va permettre au gouvernement, je cite, de prendre par voie d'ordonnance les mesures dans les matières relevant normalement du domaine de la loi en vue de mieux organiser la lutte contre le terrorisme et de protéger les populations civiles. En attendant, les récents événements à Seitenga et dans plusieurs localités du pays rappellent l'urgence de mener les actions militaires sur le terrain. Mais alors, quel usage de la loi d'habilitation sollicitée par le gouvernement dans la lutte contre le terrorisme? Pour parler, je reçois sur ce plateau, je vais commencer par ma droite, Ali Batra Ouedraogo. Bonsoir. Oui, bonsoir à vous. Député de la transition, vous êtes membre de la Commission des affaires générales institutionnelles et des droits humains, la KJDH. Tout juste à côté de vous, nous avons Aruna Louré, bonsoir. Bonsoir. Député également de la transition, membre de la commission genre, santé, action sociale et humanitaire. Et en face de vous, Boukari Rouba, mon confrère, journaliste, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre des OPM, les organisations professionnelles des médias. Merci à vous trois d'avoir répondu à cette invitation. Il y aura deux moments dans cette émission. Une première consacrée à la situation sécuritaire, actualité oblige. Et en deuxième point, l'opportunité de la loi portant habilitation aux nécessités de la défense nationale. Tout de suite, je m'en vais poser la question à Ali Batra Ouedraogo. Nous sommes dans une situation difficile. Un deuil national a été décrété, un deuil de 72 heures par le président du Faso suite aux événements de Seitenga. On est à 79 mois puisqu'il y a eu un bilan qui a été actualisé. Comment vous, en tant que citoyen d'abord et en tant que député, vous vivez cette situation, ces événements-là? Bien, merci. Comme j'ai le privilège donc de commencer, vous me permettrez donc de traduire toute ma compassion et ma solidarité avec les victimes liées donc aux attaques de Seitenga et me solidariser donc avec l'ensemble du burkinabé par rapport donc à ces événements douloureux. Nous sommes dans une période donc de deuil national et nous traduisons donc notre compassion et nous mettons ensemble en communion avec l'ensemble du burkinabé pour prier pour le repos des âmes donc des disparus et prier Dieu que nous puissions donc connaître le bout du tunnel. Pour revenir à votre question, c'est toujours avec consternation lorsque nous apprenons des événements de cette nature. Mais déjà, il faut dire que bien avant Seitenga, il y a d'autres événements aussi malheureux les uns que les autres et qui ont frappé, endeuillé dans notre pays. C'est le lieu pour nous aujourd'hui de nous poser donc la légitime question de savoir comment nous en sortir. Je pense que c'est le but de la manœuvre et nous avons donc toujours dit que pour nous en sortir, il faille d'abord que nous puissions conjuguer nos intelligences et nos efforts afin de nous mettre ensemble. C'est vrai qu'il y a des forces combattantes qui sont donc en première ligne sur le front, mais nous aussi, nous avons donc notre partition à jouer. C'est pour cela, en lien avec la question que vous m'avez posée, à savoir comment nous, en tant que députés, nous vivons la situation, je pense que nous la vivons comme l'ensemble des Burkinabés, mais nous nous projetons sur donc la recherche des solutions. C'est pourquoi, en fonction donc du rôle et des missions donc qui sont conférées à une assemblée législative comme la nôtre, qui est une assemblée de crise, nous pensons que nous allons donc jouer notre partition à ce niveau, bien sûr en lien avec les prérogatives qui sont donc consacrées par la Constitution en ce qui concerne donc l'assemblée législative. Je veux terminer pour ce sujet pour dire que ce drame donc de Seitenga vient encore une fois de nous rappeler la nécessité de pouvoir nous unir. Je n'ai jamais vu un peuple désuni qui a gagné un combat. C'est un défi. Vous avez le sentiment qu'on est désunis en ce moment dans la lutte contre le terrorisme? Mais bien sûr, ce n'est pas un sentiment, c'est un constat que je fais. Parce que... Les Burkinabés sont désunis sur la question de la lutte contre le terrorisme? Mais bien sûr, vous ne perdez pas de vue que le 24 janvier, ce qui a donc été mis en exergue ou en avant pour légitimer le coup d'État, c'était donc le manque de résultats.
Et je pense également que 4 mois après donc, la prise de pouvoir par les militaires, il y a lieu sans surprise de reconnaître que les résultats sont mitigés, sinon que la tendance est effectivement à la dégradation de la situation. Mais nous pensons que le moment n'est pas donc de jeter donc l'anathème sur une composante de la société. Nous sommes tous ensemble responsables parce que le Burkina de demain sera, en tout cas, le Burkina que nous aurons aujourd'hui en tant qu'acteurs façonnés. Donc je crois que ça interpelle l'ensemble des Burkinabés à ce que nous puissions mettre de côté certaines questions en lien avec nos égos personnels pour que nous puissions effectivement mettre le curseur sur le principal et sauver donc la nation burkinabé. La question vaut pour vous aussi, mais est-ce qu'après 4 mois, comme il a relevé, les résultats sont mitigés? Merci bien. Avant de revenir sur la question, et comme le disait Ali Badra Ouedraogo, effectivement, c'est une situation qui est un peu concernante. Et vraiment, nous, aussi bien en tant que citoyens que députés à l'ALT, nous sommes en compassion. Nous présentons vraiment nos condoléances à toutes ces familles qui sont endeuillées, à toute la nation burkinabé, parce que c'est une situation que nous revivons quasiment et qui est tragique pour toute la nation. Parce que cela nous dénude un peu, mais annule un peu la réalité du peuple burkinabé en disant que dans n'importe quel village aujourd'hui au Burkina Faso, nous pouvons vivre cela. Et cela est une préoccupation importante et vraiment à toutes ces familles éplorées, c'est présenter nos condoléances en espérant que, comme le dit Ali Badra Ouedraogo, que nous puissions trouver le bon bout pour pouvoir parer à d'éventuelles situations comme celle-là. Ce n'est pas la première, nous espérons que ce soit la dernière, parce que cela prouve à quel point nous sommes assez fragiles d'une manière ou d'une autre. Parce que quand on arrive à exécuter 79 personnes, qu'on ne puisse pas vraiment trouver des solutions rapidement pour éviter cela, je pense que cela doit interpeller plus d'un. N'attendons pas que ça soit forcément à notre tour. Il a si bien dit qu'il y a des moments pour tout. On peut tout reprocher actuellement au régime actuel, mais je pense qu'il y a des moments où, dans un peuple, on doit s'accorder sur le minimum. Et aujourd'hui, le minimum, c'est de sauvegarder la nation burkinabé. Parce que si nous n'arrivons pas aujourd'hui à sauvegarder la nation burkinabé, je doute fort que nous puissions d'une manière ou d'une autre avoir un après. Peu importe ce que nous projetons dans l'avenir, il faut d'abord sauver la nation. Et cette union, quand on l'appelle, ce n'est pas d'un vœu personnel, mais c'est parce que nous sommes dans une situation qui risque de mener l'État, la nation burkinabé dans un gouffre insoluble et on ne pourra même plus diriger. Parce qu'il faut que la nation... Est-ce que vous pensez, enfin, vous personnellement, être entendu par les populations? Vous aviez été dans une époque très récente, voilà, très accepte contre la gouvernance sécuritaire de Roch Kaboré. Vous êtes à l'Assemblée législative de transition. Aujourd'hui, on ne vous entend pas pratiquement plus sur les questions sécuritaires. Est-ce qu'aujourd'hui, dit au Burkinabé, unissons-nous alors que les résultats sur le terrain sécuritaire, comme Ali Badra l'a dit, sont mitigés? Oui, en fait, quand on dit nous avons été très acceptés sur la question sécuritaire, nous, on allait au-delà de la question sécuritaire parce que nous avons toujours dit ce qui pose problème au Burkina Faso, au-delà de la question sécuritaire, c'est la question de la malgouvernance. Parce que n'eût été cette question de la malgouvernance qui ne découle pas que du régime Kaboré, qui était bel et bien avant cela, qu'on a décrié, sous le régime Kaboré, qu'on a décrié. Parce que pour nous, la question sécuritaire n'est que la conséquence d'une forme de malgouvernance qui s'est empêtrée dans le système burkinabé. Donc nous avons décrié la malgouvernance du régime qui a occasionné des situations dramatiques en termes de crise sécuritaire. N'eût été cela, probablement nous ne connaîtrons pas cette situation sécuritaire. Et aujourd'hui, ce n'est pas que nous gardons le silence. Nous, lorsque nous avons l'opportunité d'interpeller les premières autorités sur les questions, nous le faisons. Et aujourd'hui, quoi qu'on dise, nous espérons que... Vous en tant que député ou vous aussi bien en tant que individuellement? Surtout en tant que député, parce que cela ouvre certaines portes qui facilitent certains accès, parce que, quoi qu'on dise, c'est une fonction qui ouvre pas mal de possibilités d'interpeller aisément les premières autorités. Donc, en tant qu'individu, mais aussi en tant que député, nous n'hésitons pas à le faire. Maintenant, on pourrait reprocher un silence parce que nous avons tendance à dire il y a ce qu'il ne faut pas faire, il y a ce qu'il faut faire. Ce qu'il ne faut pas faire dans la gouvernance, c'est la question de la corruption, du népotisme, parce que c'est le soubassement de tout ce que nous vivons comme drame aujourd'hui. Donc, en entendant que la question sécuritaire, nous puissions prendre du beurre de la poêle, même au temps du régime Kaboré, nous n'avons jamais été contre l'union. Nous avons toujours dit que l'union du peuple viendra de l'exemplarité des premières autorités à pouvoir unir le peuple burkinabé. Parce que nous allons insister sur cette question, le Burkina Faso, pour que nous puissions
mener nos guerres et tout, il faut que la nation existe. Et aujourd'hui, la nation est quasiment au bord du périple et nous sommes tous interpellés d'une manière ou d'une autre. J'aime dire chacun à la hauteur de ses capacités à s'engager à la hauteur de ses capacités pour que nous puissions trouver des solutions idoines à la préoccupation actuelle de la sécurité. Mais qu'est-ce que vous avez fait des appels incessants des populations de Seitenga, de Pama et aujourd'hui, même dans la région de l'Est, il y a une localité justement qui appelle Bougari Rouba, vous allez répondre à la question. Et qu'est-ce que vous faites justement de ces appels incessants? Comment vous interpellez le gouvernement? Il y a eu il y a des missions qui vous sont dévolues, notamment interpeller le gouvernement. Il n'y a pas eu tellement de questions orales ni de questions écrites là-dessus. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Non, en termes de questions orales, il y a le député Ali Badra Ouedraogo qui est à côté qui va vous le dire. Les questions ont été écrites énormément. Mais comme vous savez, actuellement, nous sommes dans des journées de plénière qui vont de 9h souvent à 18h. Aujourd'hui, on a fini quasiment à 19h. Souvent, avec les commissions, on part jusqu'à 23h. Donc, le temps d'attendre le gouvernement sur ces questions particulières, nous n'avons même pas pu dégager le temps pour pouvoir écouter le gouvernement. Est-ce que la sécurité n'est pas prioritaire? Je pose la question. Bougari Rouba, enfin. On vous donne le patronyme au travail. Allez-y. Elle est prioritaire à tout. C'est Cheikh Anta Diop qui a dit que la sécurité précède le développement. Je dirais que ça précède tout finalement. Et aujourd'hui, surtout, après avoir perdu cette sécurité-là, nous mesurons voilà, son importance, tout simplement. Quand on pense à ces populations du Sahel, du l'Est, du Sud-Ouest, de partout, qui peuvent dormir avec la peur au ventre, comme ce qui s'est passé à Seitenga il y a 2 jours. Je crois que même étant à Ouagadougou, dans nos villas cossus, on devait quand même par moments, tard dans la nuit, sursauter, puis se demander est-ce que ça va réellement. Entre hier et aujourd'hui, j'ai beaucoup communiqué. Ce n'est pas toujours le cas. C'est vrai qu'on vient de décréter un deuil national. On avait pratiquement oublié ces moments-là. C'est le premier deuil sous le régime du MPSR. Moi, je continue de parler du régime du MPSR. On dirait qu'on est dans un régime militaire. C'est le premier deuil national parce que le bilan il est très lourd. Heureusement que progressivement, j'espère que le gouvernement nous donnera enfin les vrais chiffres. Parce que je pense que le chiffre qui avait été avancé hier, c'était un chiffre faux, expressément faux. Enfin, la question vaut pour vous tous. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut s'attarder sur les décomptes macabres? Est-ce qu'il ne faut pas se poser les bonnes questions? Pourquoi la population de Seitenga a été en quelque sorte abandonnée à elle-même? Pourquoi les militaires ont replié sur Dori? Pourquoi il n'y a pas eu de réaction des militaires à Seitenga? Et après, on envoie en fait, une opération terrestre et aérienne pour compter les morts à Seitenga. C'est toutes les questions qu'il faut se poser. Moi, je ne minimise pas la question du décompte. Moi, je pense que le meilleur hommage qu'on puisse rendre à quelqu'un qui est mort, c'est déjà de reconnaître que la personne est décédée. Donc, on ne peut pas supposer qu'on ait une centaine de morts ou qu'on vienne nous déclarer une 50aine ou 70 morts. Qu'est-ce qu'on pense de ceux qui n'ont pas été déclarés? Et je crois que même dans un pays sérieux, on ne devait pas pouvoir dire comme ça, on a 79 morts. On doit pouvoir avoir une liste qui établit le nombre de personnes décédées, nom, prénom. Le porte-parole du gouvernement fait savoir qu'il y a des risques et que les forces de sécurité vont progressivement parce qu'il y a des risques de IE2 justement. Sur non, je suis tout à fait d'accord. Je sais que c'est une zone très difficile, certainement minée, très difficile et tout. Mais ça ne peut pas expliquer non plus qu'on prenne 48 ou 72 heures sans pouvoir faire un bilan. Ça aussi, c'est peut-être lié à nos moyens limités ou peut-être à notre niveau d'engagement. Je crois que pratiquement la première journée, quand le gouvernement fait toute une journée sans communiquer là-dessus, sans donner chiffres, en rejetant les chiffres que les autres avant, c'est parce que physiquement, le gouvernement n'était pas sur les lieux. Parce que le porte-parole du gouvernement a parlé d'un vecteur aérien qui a survolé la zone. Ce n'est pas en survolant une zone qu'on peut décompter des morts. Donc, le lendemain, quand ils sont repartis et qu'ils ont fouillé les maisons, ils nous ont quand même sorti des chiffres. Donc, je vais dire qu'il faut prendre la question très au sérieux. La question des morts, faire le décompte. Et pour moi, le décompte doit aller au-delà d'annoncer qu'il y a 50 morts, 70 morts, je ne sais combien. On doit pouvoir identifier les victimes, sauf si on est dans une situation dramatique où effectivement les corps sont non identifiés. Sinon, lorsque les corps sont identifiés, on doit pouvoir disposer d'une liste
nominative des personnes qui sont décédées dans des situations comme celle-là. Alors, Arnaud Loury, avant de donner la parole à Ali Badra Ouedraogo, est-ce qu'il ne faut pas tout à fait cessant, justement, interpeller le gouvernement sur comment se fait-il que les militaires ont replié sur la brigade de gendarmerie, je le rappelle, a été attaquée le jeudi 9. Il y a eu 11 gendarmes qui sont tombés. Il y a eu un renfort qui est arrivé à Sitenga, qui a replié par la suite, dans la même journée, à Dori, avec les gendarmes et les populations sont restées, justement, voilà. Est-ce qu'il ne faut pas interpeller, laisser justement, parce que vous avez tenu une plénière aujourd'hui pour des projets de ratification, est-ce que, en tant que député de la transition, surtout que, comme Ali Badra l'a relevé, le prétexte qui a été avancé pour faire le coup d'État, c'était justement la situation sécuritaire, interpeller le gouvernement sur justement cette façon de procéder, on va le dire comme ça. Je pense que cela est la moindre des choses que nous puissions faire, parce que c'est une question que le peuple se pose. Qu'est-ce qui s'est passé le temps qu'il y a eu l'attaque le 9 et, disons, les forces de défense et de sécurité ont replié? Il y a eu des coups de semonce le mercredi. Ce sont les informations des terroristes à Sitenga. Tout simplement. Il y a au moins 4 personnes. Le mercredi, avant l'attaque contre la brigade de gendarmerie, il y a eu des coups de semonce. Des groupes armés sont venus, ils ont tiré. Voilà. Tout à fait. Ça, c'est une question que systématiquement, nous formulons à l'égard du gouvernement pour pouvoir avoir des explications et reverser ça. Parce que, comme vous le savez très bien, les séances parlementaires sont publiques. Et il y a la radio du Parlement qui diffuse toutes les séances en direct. Donc, je pense que ce sont des questions que nous allons formuler. Ce n'est pas que nous pouvons, que nous allons formuler. En plus de ce qui est déjà formulé à l'égard du gouvernement, en espérant avoir des explications, parce que le peuple veut savoir. Moi, je suis du domaine de la santé. Je dis ce qui est pire pour un malade, c'est de ne pas savoir pourquoi, c'est de ne pas comprendre. Et tantôt, on a parlé de communication mensongère. Je pense qu'on est dans une situation où nous devons pouvoir communiquer avec ce qu'il y a. Voici ce qui s'est passé. Je ne vois pas pourquoi mentir si on ne se sent pas responsable. Quand je dis responsable, fautif de quelque chose. Tant est que le peuple est assez adulte pour comprendre certaines situations. Nous avons parlé tout à l'heure d'une union nationale. Il n'y aura pas d'union nationale tant que nous n'allons pas nous accorder sur un minimum. En disant, voilà la situation que nous vivons. Nous avons tous vu le chef d'état-major de la gendarmerie qui interpelle les ministres de passer un message, puisque effectivement, vu du point de vue administratif, il ne peut s'adresser directement ni au Premier ministre ni au Président de la République, puisqu'il est sous la coupe du chef d'état-major de l'armée. Donc, il interpelle les ministres de demander au Président et au Premier ministre de fournir de l'armement pour qu'ils puissent se défendre. Donc, ça fait autant de questions qui peuvent se formuler à l'égard des gouvernants, de telle sorte que leurs réponses, ce n'est pas qu'on les met sur les bancs d'accusation, mais leurs réponses peuvent permettre au peuple de comprendre ce qui s'est passé non seulement à Sitenga, mais sur ce qui se passe sur l'ensemble du territoire. On ne peut pas gouverner dans le mensonge. Ça, c'est un. Et si on n'a pas les capacités, je pense que le peuple, notamment l'Assemblée, est à mesure de comprendre. Il y a eu une communication mensongère? Non, c'est ce qu'on dit, le nombre de décès. Par exemple, on a parlé de 50. Moi, je ne suis pas dans les décomptes parce que déjà, une vie de perdu, c'est déjà une vie de perdu, quoi. C'est déjà trop. Et maintenant, quand on prend tout un village où on parle d'une cinquantaine, de soixantaine, pour moi, c'est déjà trop, puisque ce sont des massacres, au fait. Et quand on parle sur le thème de massacre, on peut essayer de faire les décomptes et tout. Je ne vais pas rentrer dans ce détail pour voir comment il fallait le faire, parce que, quoi qu'on dise, c'est une zone à très haut défi sécuritaire. Est-ce qu'il aurait fallu mettre en danger la vie des soldats pour essayer de juste lister des citoyens? Je ne sais pas. Chacun l'apprécie de sa manière. Mais pour moi, déjà, il faut qu'on ait des explications. Qu'est-ce qui s'est passé qu'on n'a pas pu avoir les appuis aériens qu'on a vus dans certaines zones? Comment vous maintenez la pression? Parce que vous aviez dit dans un passé récent qu'il faut maintenir la pression. Comment vous maintenez la pression sur l'exécutif? La pression, il faut savoir que l'Assemblée ne peut sortir du cadre réglementaire, c'est-à-dire ce que la Constitution prévoit. C'est comme les questions orales. Le député a le droit de formuler des questions. Le ministre a le droit de répondre ou de ne pas répondre. Parce que dans les mécanismes de la loi, il n'y a pas d'autre vecteur à aller actionner de telle sorte que le ministre ait une obligation vis-à-vis. On peut parler des enquêtes, on peut mener les enquêtes, on peut faire les missions parlementaires, les missions d'information. Ça prend plus de temps. Donc il faut accorder ce minimum de temps-là. L'Assemblée peut interpeller le ministre, mais je veux faire savoir que cela reste des mécanismes de communication pour que le ministre puisse donner sa version, mais n'a pas d'obligation, c'est-à-dire que le député ne peut pas convoquer un ministre à la justice parce qu'il n'a pas répondu. Non, la seule chose qui pouvait se faire, c'est le Premier ministre, quand il vient faire son discours, et là, on ne vote pas.
Donc ça fait qu'en réalité... Ministre, il y a des questions orales. Oui, il y a les questions orales. C'est comme je le disais, il peut répondre, il peut ne pas répondre. Et cela n'engage pas de manière... c'est-à-dire qu'il n'y a pas de punition après. Il peut venir dire que oui, c'est comme ça, oui, non, ou ne même pas répondre. C'est-à-dire que c'est vrai que ce sont des mécanismes de démocratie, mais ça fonctionne bien quand tout le monde joue parfaitement son rôle et à la bonne volonté. Sinon, il n'y a pas de mécanisme punitif, de législatif. Non. Ali Badra Ouedraogo, vous avez posé la question sur l'avant-attaque de Seitenga. Bon, bien avant de répondre à votre question, moi je porte toujours le deuil. Donc, ce fait que je ne veux pas ruer dans les brancards, je veux opter pour cette posture républicaine parce que vous savez que généralement, hormis le contexte dans lequel nous sommes, on a là donc tous les éléments qui sont réunis pour donc voler dans les plumes de ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Parce que au-delà de ce que vous posez comme problématique à Seitenga et à Madjouari, je cite également en passant que là-bas il y a eu près de 56 Burkinabés qui ont perdu la vie sans explication. Et la seule alternative donc à leur détresse que le gouvernement a trouvée, c'est d'aller donc les héliporter pour les renvoyer à Fada en zone sûre. Bon, je pense que c'est un aveu d'échec. Mais on parle là de qui? On parle de notre armée. C'est pourquoi souvent sur les médias, il faut qu'on fasse attention pour ne pas ajouter, bien sûr, donner l'occasion, n'est-ce pas, de dévoyer un certain nombre, donc, j'allais dire, donc, de situations qui Est-ce qu'il s'agit de ruer dans les brancards? Non, il s'agit aussi de se poser les bonnes questions. Je vais en venir parce que c'est une problématique qui est posée au Burkina Faso et en tant que patriotes républicains, nous avons l'obligation aussi de porter la critique pour que ça change. Il faudrait que cela soit bien compris, que les critiques que nous portons, ce n'est pas parce qu'on est contre X ou Y, c'est pour que ça puisse changer, parce qu'il est question ici de la vie des Burkinabés. Moi, je me pose la question sur l'orientation. Quelle est l'orientation actuellement de la gouvernance du MPSR? Pour moi, c'est ça. C'est une question nodale à laquelle je nous invite. La gouvernance sécuritaire ou oui, politique? mais de toute façon, voyez-vous, chaque mercredi, on nous a habitués à des révocations avec effet immédiat pour des gens qui sont à des postes techniques, administratifs. Mais ce qui s'est passé à Seitenga, il faut citer la responsabilité. Vous avez posé la question, je suis entièrement d'accord avec vous. Avant le massacre, dans la nuit du 11 au 12, il y a eu les alertes. Il n'y a pas eu de réponse. Nous avons tous écouté des messages avérés ou pas, n'est-ce pas, de certains éléments qui étaient sous le feu des terroristes et qui appelaient à l'aide. Est-ce que le vecteur aérien y est allé? Je n'en suis pas sûr. Et vous l'avez également dit, après donc cela, il y a eu donc le renfort qui est parti, mais cette fois-ci pour ramener le reste donc de la troupe sur Dori. Donc les populations de Seitenga, à un moment donné, étaient abandonnées à elles-mêmes. Mais je pense que si réellement l'orientation de la gouvernance du MPSR, c'était donc pour s'occuper des questions sécuritaires, on devait pouvoir citer les responsabilités pour que des sanctions soient prises. Mais sinon, si c'est pour revenir à chaque conseil des ministres pour révoquer des gens avec effet immédiat et puis procéder à des nominations systématiques de ceux qui normalement devraient être au front dans des bureaux feutrés à Ouaga, je pense qu'on se pose la question de savoir quelle est l'orientation en termes de gouvernance. Mais je passe. Ce que je veux dire, à la vérité, il y a un malaise. Il y a un malaise parce que quand vous nous dites de ne pas verser dans le débat en ce qui concerne donc le décompte macabre, mais on est obligé de faire l'exercice. Pourquoi? C'est un cas de conscience. Aujourd'hui, nous avons dit qu'il faut l'unité. Laquelle unité qui avait été donc demandée à travers donc Mont Vermeil, à travers donc Vallée et Champs, sous le régime du président Kaboré. Mais cet appel à l'unité et à l'union n'a pas été entendu à telle enseigne qu'un coup d'État a été perpétré par ceux-là qui étaient donc chargés de mener le combat. Donc aujourd'hui, quand on écoute l'essentiel de la conférence de presse qui a été donnée par le ministre porte-parole du gouvernement, c'est encore la même rengaine. L'appel à l'unité. Mais l'appel à l'unité peut être porté et entendu par les populations si et seulement si les gouvernants sont exemplaires. Et l'exemplarité, pour moi, il y a le volet sincérité.
quand aujourd'hui... Vous ne voyez pas de sincérité? Non, il n'y a pas de sincérité. Il n'y a pas de sincérité parce que quand vous regardez les éléments de langage qui ont été donc utilisés par le ministre du gouvernement, mais souvent je me pose la question, de qui se moque-t-on? Quand par exemple, parce que la communication, si vous n'avez pas des éléments assez solides sur un cas aussi dramatique que celui de Setanga pour communiquer, vaut mieux s'abstenir de communiquer. Parce que si vous communiquez, ça doit être une communication de crise, et là vous devez faire attention aux mots que vous utilisez. Quand un gouvernement sort après un tel drame pour nous dire le bilan provisoire est de 50, mais il peut évoluer, il se peut qu'il soit lourd. Mais on laisse les gens dans une situation où c'est l'autorité même qui communique comme ça. Voilà pourquoi la rumeur prend le dessus. Est-ce qu'il pouvait en être autrement, d'autant que l'armée ne pouvait pas justement communiquer en temps réel et dans le moment précis? Non, mais déjà on a passé, comme c'est que le frère Oba venait de le dire, on a passé 48 heures sans communication. On nous a laissés dans l'attente pendant 48 heures. Donc pourquoi ne pas encore continuer de sorte à avoir donc les éléments fiables et puis communiquer? Ce serait peut-être de laisser courir les informations, les rumeurs sur la centaine de morts déjà publiées, diffusées sur les réseaux sociaux. Boukari Ouedraogo, pas de sincérité. Boukari Ouba, il faut que je rectifie. Le Ouedraogo ne peut jamais passer. Boukari Ouba, oui. Je précise que, enfin, pour les téléspectateurs, ce lien de parenté à plaisanterie, justement, les gens de l'Est, j'allais dire sauvage et du Nord. Mais ça, c'est une parenthèse, allons-y. Non, on ne va pas trop tergiverser là-dessus. Ce qu'on espère, c'est que l'autorité aussi apprenne à faire l'autocritique. On peut faire une sortie manquée, mais lorsqu'on se retrouve à la maison, on se regarde soi-même dans le miroir et on a la chance effectivement d'avoir ces miroirs-là qui sont les médias qui vous reflètent ce que vous avez dit et comment vous l'avez dit. Et quand vous suivez ça, vous devez vous dire, est-ce qu'il n'y a pas meilleure façon de le dire? Et je crois que si le gouvernement cessait à cet exercice-là, beaucoup de choses vont s'améliorer. Moi, je pense que la conférence de presse d'hier n'avait pas de raison d'être. Il aurait suffi d'un communiqué qui ne dit pas trop, qui dit que pour le moment, on a pu décompter 50 personnes. Mais le travail continue sur le terrain. Là, vous n'avez pas l'occasion de répondre à des questions, de vous laisser emporter par les questions des journalistes. Donc, le communiqué, il est très simple. Et lorsque vous aurez des chiffres beaucoup plus fiables, vous faites une conférence de presse. On va faire très vite. Oui. Les questions que les Burkinabés se posent, que les téléspectateurs se posent, c'est justement par rapport aux appels incessants, par rapport à la crise sécuritaire qui s'enlise. Je rappelle les données d'une organisation qui est spécialisée dans les questions sécuritaires qui s'appelle, c'est en anglais, Armed Conflict Location and Event Data Project, qui détient une base de données et qui a mis en ligne en temps réel les lieux, les dates, les acteurs, les mois et les types de violences signalées, qui dit au 3 juin 2022, il a enregistré 3952 événements terroristes, dont 754 explosions par engins improvisés et 1819 violences contre des civils. L'ensemble des événements a entraîné la mort de 9277 personnes. Mais je vais encore plus loin, qui dit, la même organisation qui dit qu'entre le 25 janvier et le 8 avril 2022, le Burkina Faso a enregistré 610 attaques terroristes ayant fait 567 morts. Et pour le seul mois d'avril 2022, il a signalé 240 événements de sécurité, dont 108 visaient des civils. C'est vrai, on ne va pas ruer dans les brancards l'armée, mais la question qu'on se pose, c'est que font les militaires? Il y a eu des forces spéciales qui ont été créées justement à cet effet. Qu'est-ce que ces forces spéciales font? Est-ce qu'il n'y a pas une absence de réaction militaire justement dans ces villes, ces populations qui demandent et qui appellent à l'aide? Si, vous nous invitez à parler de l'évidence. Finalement, on manque de mots, parce que pour expliquer des choses qui sont tellement évidentes, on ne va pas aller chercher loin. Prenons le cas qui est tout chaud, Seitenga. On vous dit donc le mercredi, aux environs de 17h, des groupes armés sont entrés dans la ville. Et les personnes auxquelles ils s'en sont pris, c'était surtout les propriétaires de bétail. Ils en ont tué au moins 4 personnes, ils ont emporté du bétail et sont partis. Le détachement était présent. Qu'est-ce que le détachement a fait? Le lendemain donc, il revient le jeudi.
Et ils à attaquent... Setenga, ce n'est pas une brigade À Setenga, de gendarmerie. la gendarmerie, c'est plus qu'une brigade. Ils sont pratiquement une centaine là-bas. Et ce n'est pas une brigade, c'est autour de combien d'hommes. Donc, brigade ou détachement, je pense que si ces forces de gendarmerie là sont là, c'est pour protéger les populations, y compris leurs biens. On ne peut pas venir tuer des gens, prendre du bétail et puis repartir sans qu'on ait une réaction des forces de sécurité. Le lendemain, donc jeudi, ces mêmes groupes armés reviennent dans la ville et s'attaquent à cette même gendarmerie en pleine journée et en font 11 morts. Le communiqué de l'armée nous dit que les gendarmes ont vaillamment riposté. On est bien content de ça et ils en ont fait neutraliser plusieurs terroristes sans qu'on donne un chiffre. Tout est-il que ce sont ces mêmes terroristes neutralisés qui sont revenus encore. Enfin, peut-être un autre groupe. Mais c'est les mêmes terroristes. Enfin, c'est les mêmes terroristes. Ce sont les mêmes terroristes qui reviennent et qui cette fois-ci s'en prennent aux populations. Donc, le vendredi, lorsque ce qu'on appelle renfort, parce que moi je n'appelle pas ça renfort. Quand un renfort vient, c'est pour faire le combat. Mais quand on vient pour prendre les morts et évacuer les rescapés, ce n'est pas un renfort. Donc ils sont venus, c'était un vendredi, pendant que les populations sont là, et se disent effectivement que c'est un renfort qui est là, en temps ils constatent que c'est pour repartir. Et pour repartir, qu'est-ce qu'ils amènent avec eux? C'est toutes les forces de sécurité qui étaient là. C'était les gendarmes et aussi la police qui était encore là. Ils sont tous partis. Alors, on va aller vite, on va aller vite. Il y a l'appel à l'union qui est lancé, on va aller vite. Sur la question de l'appel à l'union, j'ai écouté effectivement les députés parler là-dessus. Avant l'essentiel... Je ne sais pas si l'homme politique qui va unir les Burkinabés est encore né. Parce que je les observe tous. J'écoute les discours. Et quand on prend ceux qui ont déjà eu le privilège de diriger ce pays, je ne vois pas les actes d'union qui ont été posés. Sous le président Blaise Compaoré, ça au moins c'était connu que le Burkina était pratiquement divisé. Il y avait, si vous voulez, c'est les deux blocs. C'était pratiquement le mur de Berlin. Absolument. Sous Blaise Compaoré. Et personne ne se préoccupait d'unir les Burkinabés. À l'époque, ce n'était même pas une préoccupation. Est-ce qu'à l'époque, les Burkinabés étaient divisés? Mais absolument, c'était divisé. Je vous rappelle qu'en 2007, on a célébré 20 ans de démocratie avec Blaise Compaoré. Ça, c'était les uns. Et puis 20 ans de l'assassinat de Thomas Sankara, ça, c'était les autres. Et qu'on avait privé aux autres d'avoir accès même aux médias publics et tout. On les avait privés de tout. Je vous dis, sous Blaise Compaoré, c'était les deux blocs, c'était le mur de Berlin. Sous le régime de Roch-Marc Christian Kaboré, on a reconnu effectivement qu'il y a des problèmes d'unité. Et dans le discours, on parle d'unir les Burkinabés. Mais dans les actes, c'était tout le contraire. Parce que depuis l'installation de ce régime-là, jusqu'à sa chute en janvier 2022, je ne vois pas aucun acte d'unité, d'union qui ait été posé. C'est pas le simple fait de... Le était en place, les solutions Hachkoun étaient en place. Vous savez, ça va être difficile. On va aller très rapidement pour aborder le deuxième. Aujourd'hui, vous prenez le régime qui est là, qui est venu et qui, effectivement, quand moi je reprends leur discours, leur proclamation de prise de pouvoir, moi j'y vois deux raisons principales qui les ont amenés au pouvoir. La dégradation de la situation sécuritaire et puis le manque d'unité nationale. Et donc, c'était les deux préoccupations. Vous pensez que depuis le 24 janvier, ce que le MPSR est en train de faire, ce sont des actes qui unissent les Burkinabés? Bien au contraire, lui rappeler les dégagements. On avait oublié cette terminologie-là. Qu'on en vient dans un conseil des ministres à prévoir désormais un chapitre pour dégager des gens avec des expressions inutilement méchantes. Effet immédiat pose problème. On n'en a pas besoin. On va aller très rapidement parce que nous sommes... Je souhaite un peu restituer un peu le contexte du débat pour qu'on puisse se comprendre. Parce que quand on me dit l'armée, je trouve que c'est trop facile. Je suis d'avis, peut-être que les décisions des autorités n'ont pas suivi, mais quand on me dit le détachement a fait ci, le détachement a fait ça, je suis un peu... Je reste sur ma faim. Je dis non. Peut-être les décisions de l'autorité n'ont pas suivi. Parce que quoi qu'on dise, quand on fait de l'immersion, ce que ces gendarmes vivent, ce que ces policiers vivent, ce que ces militaires vivent au front, beaucoup d'entre nous, si on nous met là-bas, on ne va même pas tenir 1 heure. Parce que je ne sais pas si on arrive à imaginer quelqu'un qui est dans un endroit et se dit qu'à tout moment, il peut mourir. Je suis d'avis. On peut dire que l'autorité n'a pas su réagir vis-à-vis de cette situation, notamment la protection des civils, mais
le terme, les soldats qui étaient là-bas, les gendarmes qui étaient là-bas, parce que quoi qu'on dise, lui, on se connaît. C'est la question qui vous pose problème. Non, c'est pas la militaire ou enfin parce que j'arrive. Non, en fait, ce que je veux faire comprendre, c'est qu'on peut faire le débat en disant l'autorité politique dans tel endroit n'a pas peut-être pris la bonne décision. Et c'est qui l'autorité politique? L'autorité politique, c'est ceux que ça soit bon. L'autorité politique, c'est ceux qui décident, parce que pour que. Et qui décide aujourd'hui? En fait, je ne sais pas. Si vous voulez que je vous donne un nom. Ah non, mais... en fait, je pose la question. On a posé la question pour savoir qu'est-ce que les autorités, enfin, qu'est-ce que les militaires font des appels des populations. Oui. Voilà, mais quand vous dites qu'est-ce que les militaires font, on a l'impression qu'on est en train d'être on est dans un régime militaire. C'est un militaire qui est au pouvoir. Justement, quand on dit qu'est-ce que les militaires font, qu'est-ce que le gendarme fait, parce qu'on a tendance à voir celui qui est sur le terrain, pas l'autorité politique. Je préfère qu'on utilise le terme autorité politique, parce que quoi qu'on dise, c'est de la gestion politique. Parce que pour ne pas qu'il y ait de l'amalgame. Parce que ce qui est certain, c'est qu'il y a des décisions qui sont d'ordre politique, que ce soit des militaires qui soient au pouvoir ou pas. Mais ce sont des décisions d'ordre politique. Maintenant, quand on dit qu'est-ce que les militaires font, on a l'impression que c'est le soldat sur le terrain et ça peut créer un malaise. Parce replier sur Doris, c'est une décision politique. C'est une décision politique. Je comprends la réaction de Louré, mais je dois aussi repréciser. Il y a un moment, moi, je parlais de l'autorité politique et de l'autorité militaire. Mais aujourd'hui, malheureusement, je ne peux plus employer ces deux expressions-là différemment. Non, on peut utiliser l'autorité militaire toujours. Si vous voulez, oui. Mais aujourd'hui, les militaires avaient estimé que l'autorité politique qui était là n'était pas une autorité à même de faire face à la situation sécuritaire. Parce qu'on a l'impression que c'est tous les militaires qui ont fait le coup. Non, ce n'est pas une histoire de dire... Mais bien sûr, c'est ce que ceux qui sont au pouvoir disent. Allez-y leur dire que ce n'est pas tous les militaires qui ont fait le coup d'État. Ils vous répondront. Donc c'est tous les militaires. À partir du moment où aujourd'hui, on n'a pas une faction de l'armée qui conteste le coup d'État, toute l'armée aujourd'hui est au pouvoir. Et le président, c'est le lieutenant-colonel Damiba. Il a à la fois un chef militaire et il est le chef de l'État. Roch n'avait malheureusement pas cet avantage-là. Lui, au moins, il était un président civil. Donc aujourd'hui, l'autorité militaire et puis l'autorité politique, ça se confond parfaitement. Alors, on va évoluer dans le débat et s'engager justement dans le deuxième point. Je vais commencer par vous, les députés de la transition. Vous avez adopté, vous avez validé le projet de loi portant habilitation, je crois. Je vais retrouver mes papiers, si vous le permettez. Je suis perdu dans mes papiers. Voilà, vous avez validé le projet de loi portant habilitation lié aux nécessités de la défense nationale. C'était le lundi 6 juin dernier. Ali Batra, vous avez voté pour la loi. Avant d'aller dans le fond du sujet, c'est quoi une loi d'habilitation? Qu'est-ce qu'on permet justement au gouvernement? Pour que le téléspectateur comprenne ce que vous avez donné comme... voilà. Merci beaucoup. Je pense que pour répondre de but en blanc à votre question, une loi d'habilitation, il faut donc se référer à l'article 107 de la Constitution du 2 juin 1991 qui dit que le gouvernement, dans le cadre de l'exécution de certains programmes, peut effectivement demander dans un délai limité une habilitation à l'Assemblée nationale afin de pouvoir donc légiférer par ordonnance. C'est-à-dire que généralement, vous savez que le domaine de la loi est donc réservé au législatif, mais pour donc des questions comme celles donc liées donc aux nécessités de la défense, qui sont contenues parmi effectivement les matières ou les domaines qui sont énoncés à l'article 101 de la même Constitution, vous comprendrez que c'est sur la base donc de ces prescriptions constitutionnelles qu'évidemment le gouvernement a entendu effectivement jouir d'une prérogative qui lui est reconnue. Donc pour nous déjà, le fondement juridique est là. Peut-être que la question qui mérite d'être posée et qui peut faire l'objet de débat, c'est peut-être l'opportunité. On allait revenir, j'ai juste posé la question pour vous permettre justement aux téléspectateurs de comprendre un peu ce que c'est que la loi d'habilitation. Je le disais, vous avez voté pour le ministre de la Justice qui a porté le projet de loi. Barthélémy Kiré disait en filigrane que l'adoption de cette loi va permettre d'intervenir rapidement dans les questions de défense nationale. La loi a été promulguée, je crois, le 9 juin. Est-ce qu'on va rapidement justement dans cette question de sécurité?
Moi, je veux dire que je n'ai pas voté pour l'adoption d'une loi. J'ai voté pour mon pays et j'ai voté donc pour la sécurité de mon pays. Parce que, voyez-vous, sur cette question, il y a eu donc le pouvoir que j'ai soutenu et que je continue toujours donc de soutenir, ça je le dis et je l'assume, même si on est tombé. Nous avons... Vous parlez du pouvoir précédent, nous avons implémenté tellement de solutions, mais à l'arrivée, force est de constater que nous n'avons pas bougé, les lignes n'ont pas bougé. Aujourd'hui, nous avons donc un régime qui se met en place et qui effectivement pense que c'est la panacée pour lui de pouvoir effectivement avancer ces questions de sécurité. Notre préoccupation, on ne s'intéresse pas à qui nous demande cela. Pour nous, la préoccupation, pour nous, la question, c'est que si le gouvernement actuel estime que c'est la panacée pour régler donc la question sécuritaire, parce que l'explication qui a été donnée, c'est que souvent, ils se retrouvent dans une situation où, pour telle ou telle question, le gouvernement a besoin d'aller vite et qu'en leur donnant donc la possibilité de légiférer par ordonnance, ça peut régler le problème. Mais je dis tout de suite que c'est une loi à problème. Pourquoi? Parce que vous voyez, les lois d'habilitation d'une manière générale, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'un député consent effectivement allègrement à se dessaisir de ses prérogatives au bénéfice donc de l'exécutif, parce que la séparation des pouvoirs fait que c'est à nous députés de pouvoir donc contrôler l'action gouvernementale. Et si pour une matière aussi importante que celle liée à la défense... Je crois que c'est la première fois que le gouvernement demande une loi d'habilitation sur la sécurité. Il y a eu des lois d'habilitation sur la sécurité, bien sûr. Mais si on regarde un peu dans l'histoire du Burkina, il y en a eu, je pense que sous le régime de Césaire-Beau, si ma mémoire est bonne et si mes références sont exactes. Mais c'est une très rare, je peux dire que c'est vraiment, cette fois-ci c'est exceptionnel. Mais nous aujourd'hui, je pense que nous raisonnons comme l'ensemble des Burkinabés. Si c'est ça la panacée, si la sécurité des Burkinabés est tributaire donc de cette loi, on habilite le gouvernement. Mais ce n'est pas pour autant que l'on reste à ne plus s'y intéresser. Ce n'est pas un chèque en blanc? Voilà, ce n'est pas un chèque en blanc, parce que de toute façon, il y a la possibilité qui est offerte à l'Assemblée de pouvoir, à travers bien sûr des questions orales avec ou sans débat ou écrit, interpeller à chaque fois le gouvernement sur un certain nombre donc, de dérives liées effectivement à l'implémentation de cette loi d'habilitation. Mais je veux préciser, pour rapidement permettre à mes co-débatteurs de poursuivre, que lorsque la loi, je fais partie donc de la KJDH, la commission des lois à l'Assemblée, qui a été saisie au fond. Quand le projet de loi est arrivé chez nous, nous avons vu que tout de suite c'était un deal que le gouvernement était en train de vouloir perpétrer avec l'Assemblée. Pourquoi? Parce que quand nous avons organisé au niveau de la KJDH la séance d'appropriation du projet de loi, nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, il y a des acteurs dans la procédure ou le processus d'élaboration du projet de loi qui n'ont pas été pris en compte. C'est moi qui, en commission, ai attiré l'attention de mes collègues qu'il faut qu'on fasse attention. Parce que c'est une loi quand même qui va avoir une prise directe sur les libertés individuelles et collectives. Donc il faut faire attention. C'est pourquoi j'ai fait la proposition qui a été heureusement retenue par mes collègues que l'on puisse auditionner certains acteurs. C'est de là qu'est venu le fait que certains acteurs comme les OPM, les organisations professionnelles de médias, ont été interpellés et on a été obligé de revoir le programme pour les prendre en compte avant d'auditionner le gouvernement. Donc je précise ça pour que ça ne soit pas perçu comme nous sommes une caisse de résonance. Non, nous sommes des Burkinabés, notre pays est en danger. Le gouvernement qui est là actuellement estime que c'est la solution idéale pour lui de pouvoir avancer. Nous avons donc accordé donc cette faveur. Vous avez demandé au gouvernement de faire le bilan de l'état d'urgence. C'est une question que j'ai portée. Parce que nous nous sommes dit l'état d'urgence est décrété depuis 2019 déjà. Et est-ce qu'il y a eu donc une évaluation pour voir l'impact sur donc la vie quotidienne des populations. Il y a des restrictions quand même de liberté de circuler. Je pense que le bilan n'a pas été fait parce qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas fait d'évaluation par rapport à ça. Donc, Arnaud Louré, vous avez, avant de donner la parole, parce que vous avez été auditionné justement par la KJDH dans le processus d'élaboration de cette loi, vous avez voté contre la loi, enfin vous n'avez pas voté contre votre pays, c'est contre la loi, je précise. Qu'est-ce qui vous a motivé? Vous dites c'est une manière d'affaiblir l'Assemblée législative de transition en lui ôtant l'une de ses prérogatives majeures qui est de voter la loi. Est-ce que vous étiez justement porté sur la mission, le rôle qui est dévoilé à l'Assemblée nationale qui est de voter la loi?
Si vous avez dit en tant que député, on m'enlève le droit de voter les lois et enfin c'est le gouvernement, plutôt le président du FASO qui va prendre des ordonnances dans ce sens. Vous savez, nous sommes revenus, quoi qu'on dise, c'est vrai que c'est un régime militaire, mais nous avons dit que nous sommes dans une démocratie avec une constitution qui doit fonctionner. Et si nous nous basons sur cela, pour légiférer, cela est de la prérogative de l'Assemblée. C'est-à-dire tout ce qui relève du domaine de la loi revient à l'Assemblée. Cependant, dans la Constitution, comme il l'a si bien dit, l'article 107 permet à l'Assemblée de donner cette prérogative sous forme d'une loi d'habilitation au gouvernement de prendre des ordonnances dans les domaines relevant de la loi. Mais la préoccupation que nous posons, c'est que l'Assemblée, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas dans l'incapacité de voter une loi. Et aussi bien dans la charte de la transition que dans la Constitution, il y a la possibilité toujours de faire une session extraordinaire si on pense qu'il y a la nécessité d'adopter une loi en urgence. Donc, le justificatif, pour nous, c'était le justificatif avancé. Quand on dit qu'on veut aller vite et en urgence, j'ai dit non. Le délai de faire passer une loi sous forme d'ordonnance, il faut que l'ordonnance aille déjà au Conseil constitutionnel pour avoir le quitus du Conseil constitutionnel. Je dis, ce temps que ça fait, cette loi peut passer à l'Assemblée nationale, que l'Assemblée soit en période de session ou non, ou on peut faire une session extraordinaire. Voilà. Donc, c'est le justificatif avancé par l'exécutif qui fait comprendre que non, sauf s'il y a d'autres idées qui sont derrière, qui n'ont pas été développées dans la question de la loi portant habilitation. Donc c'est pour cela que nous avons dit non, jusqu'à preuve du contraire, tant que l'Assemblée législative ne va pas marquer une incapacité à voter une loi, il est préférable que l'Assemblée, dès le départ, ait un regard sur cette loi. Pour preuve, aujourd'hui, on a dû ratifier des lois, des projets de loi portant sur des prêts qui avaient été faite sous la base d'une loi d'habilitation, et on s'en rend compte que non, c'est de la prérogative de l'Assemblée de pouvoir analyser au fond. Voilà que lorsque la loi d'habilitation passait, on a invité les parties prenantes pour comprendre de telle sorte qu'il y ait un minimum de consensus. Mais quand l'exécutif prend une ordonnance, ils n'ont pas besoin de passer par toute cette procédure, ils peuvent prendre cette ordonnance et ça peut créer davantage de problèmes que de solutions en réalité. Mais comme il a dit, la loi est passée, j'espère que cela pourra permettre de régler pas mal de questions sur la question sécuritaire, quoique je ne pense pas qu'il ait fallu une loi d'habilitation pour pouvoir adopter les lois qui vont venir sous forme d'ordonnance, qui vont naître de cette loi d'habilitation. Vous avez été auditionné par la KJDH justement sur la question. Tout de suite, vous avez marqué votre opposition. Vous avez tenu une conférence de presse pour marquer votre désapprobation par rapport à ce projet de loi. Quel est le danger que vous, organisation professionnelle des médias, vous voyez dans l'adoption de cette loi d'habilitation? Ça ouvre la voie à tous les dangers. Ah bon? Oui, parce que ça fait partie des premières critiques que nous avons formulées contre cette loi. C'est que dans son contenu, il n'y a rien. La loi dit tout simplement, en 4 articles, le gouvernement est habilité. Point. Maintenant, qu'est-ce que le gouvernement fera de cette habilitation? Lui seul sait. Et même quand les députés ont auditionné le gouvernement, dont le ministre de la Justice, quand on lui pose la question, quel contenu vous mettez dans les suggestions liées aux nécessités de défense nationale? Il dit que le gouvernement se réserve le droit de donner le contenu qu'il veut et seul le Conseil constitutionnel est habilité d'une certaine manière à examiner ça. Quand on lui demande s'il y a des domaines particulièrement dans lesquels ils voudront prendre des ordonnances, il dit au stade actuel, il ne peut pas dire dans quel domaine. Est-ce qu'il y a des libertés qui pourront être touchées? Il dit au stade actuel, on ne peut pas dire quelle liberté pourrait être touchée. Donc je vous réponds en toute franchise par rapport à ce que le gouvernement a dit, par rapport à ma propre compréhension de cette loi d'habilitation, tous les risques sont possibles avec cette loi. Et donc naturellement, pour quelqu'un qui est très précautionneux, on devait tous est-ce qu'il y a des éléments rejeter pratiquement le régime est là, est-ce qu'il y a des éléments la loi qui motivent justement votre position? Si, il y a beaucoup d'éléments. Vous savez déjà que les manifestations publiques sont interdites. Ce qui est dit, ça va empêcher des gens de sortir. Mais c'est interdit. Bien sûr. Voilà, donc ceux qui sortent, c'est des gens qui bravent, qui vont à la limite contre des interdictions, des décisions, même si c'est des décisions d'autorité administrative. Donc c'est interdit. Et moi, pour aller dans le sens des députés, je suis prêt à tout céder pour qu'on retrouve cette sécurité-là. Mais je dis bien, je ne cède pas ça pour n'importe quoi, mais c'est pour qu'on retrouve cette sécurité-là. Mais quand je regarde les décisions et que je suis presque convaincu que ces décisions
risque au contraire de nous basculer vers d'autres dérives, il vaut mieux s'abstenir de cautionner, en tout cas de soutenir. Vous avez posé la question si on a fait le bilan de l'état d'urgence. Aujourd'hui, moi je pense que l'état d'urgence a causé plus de tort qu'il n'a apporté de solutions. Ah bon? Au niveau local. Allez-y interroger les petits ménages. L'économie locale est morte parce que des gens ne peuvent pas mener d'activité. Dans beaucoup de localités, on interdit la circulation des motos à certaines heures, circulation de taxis-motos. Il y a eu des couvre-feux l'état d'urgence allégés au fur et à mesure. C'est ce que vous dites. Quand vous êtes dans une petite ville et qu'on dit qu'à partir de 20h, à partir de 22h, tout est fermé, vous connaissez l'économie que les gens engrangent la nuit avec les activités commerciales de nuit. Mais tout ça à cause du couvre-feu, à cause de l'état d'urgence, des gens ont dû supplier à ces mesures-là. Or, malheureusement, ces mesures ne nous ont pas apporté la solution. Il faut rappeler que Solan a eu lieu alors que la localité était censée être sous couvre-feu. Et malheureusement, quand on est dans une situation de sous couvre-feu, les populations sont cantonnées et les seuls à même de circuler, de rayonner, ce sont les forces de défense et de sécurité. Mais là, on s'est rendu compte que c'est seulement les terroristes qui avaient le droit de circuler. Ali Badra Ouedraogo, est-ce que vous avez ces mêmes craintes? Non, mais bien sûr, comme je l'ai dit, ce n'est pas un chèque à blanc que l'Assemblée délivre au gouvernement. Okay. Nous devons pouvoir nous mettre debout et exiger à ce que cette loi d'habilitation... En même temps, comme on est pris par le temps, je m'en vais vous poser la question à vous deux, comme on est dans une émission de débat parlementaire. Est-ce que vous allez pouvoir avoir les moyens, en tant qu'Assemblée législative de transition, de contrôler l'action du gouvernement? Vous savez que pour moi, les institutions ne valent que ce qu'elles valent. Ce qui donne une plus-value ou une valeur ajoutée aux institutions, c'est les hommes qui les animent. Tout dépend de nous. Et c'est collégialement qu'on doit pouvoir y arriver. Moi, je crois aujourd'hui que nous devons nous donner les moyens de pouvoir y arriver. Parce que c'est notre raison d'être, je pense bien. Mais seulement, ce que je dis, c'est que nous avons de réels motifs de douter de la sincérité de nos vis-à-vis, de jouer franco. Pourquoi je le dis? Parce que je dis que quand vous faites une lecture croisée de la charte de la transition, avec bien sûr ce qui est en train de se passer, on se rend compte qu'on a mis l'ALT là, mais est-ce que déjà quand il est contenu, acté dans la charte, que les émoluments des députés, c'est donc le président qui prend un décret pour pouvoir les fixer? Moi déjà j'ai dit, c'est une anomalie congénitale que la charte a acté. Mais je dis l'essentiel pour nous, moi je crois en la capacité des hommes en tout cas de transcender ces difficultés-là pour que nous puissions regarder que notre pays aujourd'hui, comme quelqu'un l'a rappelé ici, traverse l'une des crises, j'allais dire les plus profondes et qui menacent la survie de notre nation. Au-delà de nos différences, de nos divergences, nous devons pouvoir effectivement regarder dans la même direction. Mais le cap doit être fixé par celui qui détient le pouvoir. Donc aujourd'hui, il y a des Burkinabés qui effectivement, comme ce que M. Oba le rappelait tantôt, il y a une volonté d'humilier les gens. Moi je pense qu'il faut arrêter. Oui, d'humilier. Quand par exemple... Le thème n'est pas fort? Non, vous voyez, quand par exemple on peut prendre un acte de nomination dans le cadre d'un service pour remplacer quelqu'un, on va jusqu'en Conseil des ministres et on crée un chapitre entier consacré à révocation avec effet immédiat. Et quand vous regardez ceux qui sont listés, c'est typiquement des gens, parce que du fait de leur coloration politique. Je crois que c'est ça. Donc je dis aujourd'hui, il ne faudrait pas... Les militaires doivent savoir qui sont des militaires burkinabés. C'est l'armée burkinabé. Ce n'est pas l'armée d'un parti. Ce n'est pas l'armée d'un groupuscule. C'est l'armée burkinabé qui marche au budget de l'État. Et c'est le contribuable burkinabé qui consent. Je veux dire qu'aujourd'hui... Très rapidement, parce que nous sommes malheureusement si notre armée rate l'occasion de se réhabiliter et de pouvoir unifier le Burkina Faso, je ne vois pas quelqu'un, en tout cas ce n'est pas nous les politiques, parce que nous déjà, c'est la contradiction. Arnaud Louré, vous avez 30 secondes. Oui, merci. Je
vais rapidement bondir sur la conclusion d'Ali Badara Ouedraogo. Notre histoire est riche. Depuis 1960, aucun régime n'a pu prendre le pouvoir et finir son mandat. Soit c'est une insurrection, soit c'est un coup d'État, soit c'est un soulèvement populaire. C'est pour dire que aujourd'hui, pour pouvoir construire un Burkina Faso, il faut peut-être avoir la modestie de savoir que les anciennes méthodes ne marcheront pas. Il faut pouvoir comprendre ce que le peuple burkinabé veut. Il faut pouvoir aller dans ce dynamisme-là pour pouvoir construire un nouveau Burkina Faso. On vous a compris, Bougar Rouba? Je vais dans leur sens. Okay. On a besoin d'unité, mais encore faut-il que ceux qui ont les manettes, qui ont le pouvoir de nous unir, eux-mêmes aient la volonté. Parce que sans la volonté, on ne peut rien faire. Sans la sincérité, la franchise, on ne peut rien faire. On va continuer à interpeller les autorités. Et aujourd'hui, la préoccupation de tous les Burkinabés, c'est la sécurité. Et par rapport à la sécurité, la grosse responsabilité repose sur nos forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, plus que hier, parce qu'aujourd'hui, ils sont à la fois au pouvoir politique et ils sont ceux-là qui sont sur le terrain pour assurer la sécurité des populations. Merci, Boukari Woba. Boukari Woba, journaliste, membre des organisations professionnelles des médias, Ali Badara Ouedraogo, qui est député de la transition, membre de la KJDH, Harouna Louré, qui est député de la transition, membre de la commission Genre, Santé, Action sociale et humanitaire. Merci à vous trois d'être passés sur ce plateau de le débat parlementaire. Merci également à vous, chers téléspectateurs. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.